La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la Belgique recevrait des garanties importantes afin de débloquer un prêt controversé destiné à réparer les dommages subis par l'Ukraine. La Belgique reste opposée à ce projet qui permettrait de canaliser les avoirs russes gelés afin de couvrir les besoins financiers et militaires de l'Ukraine pour les 2 prochaines années. La majeure partie de ces avoirs, soit environ 185 milliards d'euros, est détenue par Euroclear, un dépositaire central de titres situé à Bruxelles. We have listened very carefully to Belgium's concerns and we have taken almost all of them into account in our proposal that is today on the table of the reparations loans. We have very strong safeguards in place to protect member states and to reduce the risks as much as possible. Le prêt pour les réparations est l'option préférée de la présidente de la Commission pour couvrir les 90 milliards d'euros que l'Europe est censée donner pour contribuer au financement de l'Ukraine. Depuis le début des discussions en septembre, la Belgique a exigé des garanties globales de la part des autres membres afin de se prémunir contre les représailles de Moscou et éviter des pertes de plusieurs milliards d'euros. Si aucun accord n'est trouvé sur le prêt destiné à financer les réparations, l'UE aura recours à des emprunts conjoints, comme elle l'a fait lors de la pandémie de Covid-19. Les garanties présentées mercredi constituent la tentative la plus complète de la Commission pour vaincre la résistance de la Belgique avant le sommet européen crucial du 18 décembre. L'Union européenne interdira aux gazoducs et au gaz naturel liquéfié russe d'entrer sur son territoire d'ici à la fin 2027. Des exceptions sont prévues pour la Hongrie et la Slovaquie qui seront autorisées à puiser dans le gaz de Moscou en cas de rupture d'approvisionnement. Malgré cela, la Hongrie a déclaré qu'elle contesterait la loi devant la Cour européenne de justice. This has been a very short night for the negotiators, but today is indeed a historic day for our union. Last night, we reached a provisional agreement on the Commission's proposal to fully phase out Russian fossil fuels. We're turning that page, and we're turning it for good. This is the dawn of a new era, the era of Europe's full energy independence from Russia. S'affranchir des importations d'énergie russe est une priorité pour l'UE depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Depuis lors, l'Union a annoncé diverses mesures visant à diversifier les fournisseurs d'énergie et à réduire la dépendance à l'égard de la Russie. As we slashed Russian imports of fossil fuels massively, we also cut the revenues that Russia uses to wage its war of aggression against Ukraine. We were paying to Russia 12 billion euros per month at the beginning of the war for fossil fuels. Now we're down to 1.5 billion per month, still too much. We aim to bring it down to zero. Les pays de l'UE devront désormais élaborer des plans nationaux de diversification assortis d'actions concrètes et de calendriers afin de cesser d'importer du gaz naturel et du pétrole russe d'ici le 1er mars 2026. Les discussions entre Vladimir Poutine et l'envoyé américain Steve Witkoff n'ont donné lieu à aucune avancée significative sur la guerre en Ukraine. Ces pourparlers visaient à explorer les moyens de mettre fin à l'invasion russe, alors que Washington fait de nouveau pression pour une résolution diplomatique du conflit, qui dure depuis bientôt 4 ans. Le conseiller en politique étrangère de Poutine, Yuri Ushakov, a salué des discussions constructives, même si elles n'ont abouti à aucun accord concret. Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не 5 минут, а 5 часов. То есть была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению регулирования, долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur cette réunion lors d'une visite officielle à Dublin. Il a souligné que son pays devrait être impliqué dans toute négociation de paix. Важливо, щоб все це було справедливо і відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє. Le Kremlin ne semble pas disposé à revenir sur ces demandes exposées dans le plan américano-russe en 28 points.
Celui-ci prévoit que l'Ukraine cède de grandes parties de son territoire à la Russie et qu'elle se voit interdire l'adhésion à l'OTAN de manière permanente. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que des progrès avaient été réalisés, tout en admettant que de nombreux points restaient à régler. L'ancienne responsable de la politique étrangère de l'UE, Federica Mogherini, a été remise en liberté mercredi, après avoir été formellement accusée de fraude au marché public et de corruption par les autorités belges. L'enquête porte sur des contrats de formation de futurs diplomates au Collège d'Europe qu'elle dirige aujourd'hui. Selon le parquet européen qui a lancé l'enquête, le fonctionnaire de la Commission européenne Stefano Salino et un troisième suspect ont également été arrêtés puis relâchés après avoir été interrogés et informés des accusations portées contre eux. La déclaration du parquet européen précise que les accusations concernent également le conflit d'intérêts et la violation du secret professionnel. La police belge avait auparavant perquisitionné les locaux du Collège d'Europe à Bruges et du Service européen d'action extérieure à Bruxelles. Le collège a déclaré dans un communiqué qu'il coopérait pleinement avec les autorités dans cette affaire et qu'il prenait toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses activités. L'Union européenne a publié des orientations actualisées pour les demandes d'asile des ressortissants syriens qui reflètent les nouvelles conditions en Syrie un an après la chute de Bachar al-Assad. Et ces changements pourraient influer sur le résultat des demandes d'asile des quelques 110 000 Syriens qui attendaient toujours une décision en la matière à la fin du mois de septembre. Lorsque la guerre civile en Syrie a commencé en 2011, 23 millions de personnes ont été déplacées et 5 millions de Syriens ont fui vers les pays voisins comme la Turquie et l'Europe. Le nombre de Syriens demandant l'asile a considérablement diminué depuis, passant de 16 000 en octobre 2024, avant la chute d'Al-Assad en décembre, à 3 500 en septembre 2025. L'agence de l'Union européenne pour l'asile a déclaré que les opposants d'Al-Assad et les personnes ayant échappé au service militaire ne risquent plus d'être persécutés. Toutefois, l'agence a indiqué que d'autres groupes pourraient être considérés comme menacés dans la Syrie de l'après-Assad, notamment les personnes affiliées à l'ancien gouvernement et les membres des groupes ethniques et religieux alaouites, chrétiens et druzes. 2 autres groupes vivant en Syrie devraient rester éligibles au statut de réfugiés, les personnes LGBTQI+, et les Palestiniens de Syrie. En Grèce, les agriculteurs passent à la vitesse supérieure. Ils ont intensifié leur mobilisation en renforçant les barrages de tracteurs tant en Thessalie qu'en Macédoine ainsi qu'à Évros. À Larissa, les agriculteurs sont entrés dans la ville et ont vidé du lait sur la place centrale avant de poursuivre leur marche vers les barrages routiers. À Cérès, les agriculteurs ont procédé à des barrages routiers symboliques et certains d'entre eux ont contourné les postes de contrôle de la police pour marcher jusqu'au bureau des douanes de Promaona. Au même moment, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a envoyé un message au monde agricole. Είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνίων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους, προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους με καταβολή σημαντικών ποσών. En réponse au Premier ministre, les agriculteurs ont décidé de bloquer plusieurs douanes et postes de contrôle frontaliers, perturbant le trafic et accentuant la crise. L'UE adopte une nouvelle stratégie pour protéger l'économie européenne des mesures commerciales coercitives. La doctrine de sécurité économique est la politique de la Commission européenne visant à mettre fin à la dépendance vis-à-vis de pays tels que la Chine ou les États-Unis, dont les actions récentes ont suscité des inquiétudes quant à des mesures susceptibles de nuire gravement à l'industrie européenne. La doctrine recommande aux États membres et aux entreprises de diversifier les chaînes d'approvisionnement dans des domaines tels que les matières premières essentielles, les terres rares, les semi-conducteurs et les puces technologiques. Un récent bras de fer entre la Chine et les Pays-Bas a failli paralyser l'industrie automobile mondiale. Pour le commissaire européen au commerce, cet épisode illustre à quel point ces dépendances exposent l'Europe à des vulnérabilités. I think that it just put into the new limelight the importance of the economic security for the European Union, and it just shows that dependence is
could be very dangerous, could be very expensive. From the longer-term perspective, I think what is very important is that we would also diversify and increase the number of suppliers of, in this case, legacy chips, but I can speak about critical raw minerals, I can speak about sensitive technologies, because simply when you are reliable just on one supplier, usually it presents, it also presents a lot of risks. At the same time, you can do all these trade deals with other countries, let's say away from China. You can have an economic security doctrine, but really businesses will decide who they want to do their trade with. And often they'll choose price over standards or over security. And that often means China. Yes, you're absolutely right. And I think that we are also, with this communication, trying to bring the new light to the economic security aspect of the business. I think that you see it everywhere in the world. You see it in the US, you see it in Japan. I think that this economic security risk premium must be more and more factored in the business plans of European companies. Simply, we need to learn how to be alerted about the possible shortcomings. We have to learn how to stockpile critical raw materials or sensitive products, and we have to be also maybe ready to pay more for the investments, but also for the procuring of the be it critical minerals or critical components from various sources, because this is how you can guarantee your business continuity.